Hervé Le Trott, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace et membre de l'Académie des sciences. On va d'abord revenir sur cette année 2010 qui a été annoncée par plusieurs organismes américains comme l'année la plus chaude depuis des décennies. Qu'en est-il réellement? Alors, c'est des mesures qui ont été faites, qui me réclament des systèmes de mesure extrêmement complets et sophistiqués. Ce qu'on doit dire, c'est que c'est une année qui est complexe parce que c'est une année qui a commencé par un épisode El Niño, donc un épisode El Niño qui a plutôt tendance à pousser les températures globales de la planète vers le haut, et qui se finit ensuite par un épisode La Niña avec un renversement entre les deux qui est assez brutal. C'est une année complexe, avec beaucoup d'événements régionaux, même un peu complexes, liés à cette alternance El Niño, La Niña, en particulier, aussi à d'autres fluctuations climatiques naturelles. Et qui font qu'au bout du compte, on a quand même une année assez chaude. Oui, de manière générale, la tendance au réchauffement est une tendance qu'on observe de manière claire quand on regarde sur les 30 dernières années. Je crois qu'il ne faut pas regarder les choses d'une année sur l'autre. On est à des échelles de temps qui sont beaucoup trop courtes pour essayer de voir le signal des gaz à effet de serre, qui est un signal qui a commencé à se manifester probablement à la fin des années 70-80 et qui se manifeste à l'échelle des décennies, ne se manifeste pas à l'échelle des années. Donc c'est à cette échelle-là qu'on peut percevoir le réchauffement et de fait, il est assez systématique, en particulier dans les hautes latitudes, dans les régions arctiques. On voit des signes multiples de fonte des glaces, de retrait de la banquise, qui sont associés à ce réchauffement. Comment se fait-il qu'on ait des résultats légèrement différents entre les mesures réalisées par différents organismes? Vous savez, c'est quand on essaie de classer les années, qui est devenu un sport qui n'est peut-être pas très utile, mais on est obligé de faire des différences sur les températures globales avec des écarts tout petits. Il y a une certaine incertitude sur la mesure. Justement, si on essaie de comparer deux années proches, l'une par rapport à l'autre, on est confronté à ces problèmes de précision dans la mesure. On a des données qui sont assez fiables, par exemple, sur les océans, parce qu'on a une émission infrarouge des océans qui peut servir de mesure depuis l'espace, qu'on peut relayer par des bouées sur les continents, avec tout ce qu'il y a de forêt, de végétation, déterminer les températures de surface, c'est un peu plus compliqué. Donc on a des incertitudes. Et ces incertitudes sont d'autant plus fortes qu'on essaie d'avoir un chiffre global et un classement des années les unes par rapport aux autres. Nous qui ne sommes pas climatologues, il suffit de regarder dehors, l'hiver n'est pas terminé, il a fait extrêmement froid cet hiver, en tout cas c'est l'impression qu'on a eue. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec ce réchauffement climatique? Vous savez, on est dans des régions du monde où l'hiver on est soumis à de l'air qui vient du sud ou qui vient du nord, pour simplifier un peu. Quand il vient du nord, il fait froid. Et si vous avez un réchauffement qui fait que les températures au nord passent de moins 40 à moins 35 degrés dans quelques années, l'air qui nous viendra des régions arctiques sera toujours un air froid. Et puis les régions du sud nous amènent un air qui sera lui aussi un peu plus chaud, mais on ne va peut-être pas le sentir facilement. C'est pour ça qu'on a besoin de mesures précises. Ces mesures tendent à montrer que les épisodes froids que l'on connaît aujourd'hui, à circulation atmosphériques égales, sont plutôt moins froids que ceux qu'on pouvait connaître dans les années 60 ou 70. Et là aussi, c'est une mesure que seuls peuvent faire les scientifiques avec des systèmes précis. Alors on peut demander, est-ce que ça a du sens de regarder justement des précisions aussi, de s'attacher à des précisions aussi faibles, des événements qui sont finalement peut-être pas très significatifs par rapport à la vie de tous les jours? Oui, parce que ce qu'on craint surtout, c'est un réchauffement dans les prochaines décennies. Donc pour les scientifiques, essayer de voir si dans ce qui se produit aujourd'hui, on voit la trace du début de ce réchauffement qu'on craint pour la suite, c'est important. Mais pour les gens qui vivent au jour le jour, c'est nettement moins important. D'accord. C'est-à-dire que les premiers signes, par exemple, on avait prédit des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Alors, ça peut être, je sais pas, des tornades, des inondations, des périodes de sécheresse ou de grand froid. Donc des événements climatiques plus fréquents. Est-ce que c'est des choses qu'on observe déjà? Est-ce qu'on en observe? Est-ce qu'on peut les lier au réchauffement climatique? Alors, il faut trier un peu dans les événements extrêmes. Il y a des événements extrêmes qu'on peut rattacher éventuellement à un réchauffement et que peut favoriser un réchauffement. Par exemple, effectivement, des sécheresses fortes en été. Par exemple, sur les océans chauds,
des cyclones qui seraient éventuellement plus puissants ou des cyclones puissants qui seraient plus nombreux. On a dans certains endroits des statistiques qui tendent à supporter cette idée-là, mais on est au tout début des effets. Plus les événements sont rares, plus ils sont difficiles à mettre en statistique. Donc, en fait, le réchauffement lié aux gaz à effet de serre, il est la conséquence d'émissions qui ont commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, donc se sont stockés dans l'atmosphère. Le CO2 reste 100 à 150 ans dans l'atmosphère. Les effets sont retardés par une inertie importante qui est celle des océans. Donc au total, on ne peut pas attendre d'effets clairs ou nets avant les années 90. Donc on est là depuis 20 ans peut-être avec une capacité à caractériser des événements rares comme des cyclones puissants qui est quand même encore limitée, sachant que c'est surtout la suite qui nous intéresse. Donc on a un certain nombre de choses qui sont cohérentes, mais elles sont encore très ténues de ce point de vue-là. Les températures moyennes sont un indice plus sûr de ce qui est en train de se passer. Il faudra combien d'années pour pouvoir avoir plus de certitude sur ces observations? Quelques décennies. Le seuil que l'on craint et qui a été mis dans les objectifs de Copenhague puis de Cancun, c'est 2 degrés de réchauffement. 2 degrés de réchauffement, si on ne fait rien, la plupart des modèles nous indiquent cela vers le milieu de ce siècle, vers 2050, un peu avant, un peu après, selon qu'on émet plus ou moins de gaz à effet de serre. Donc c'est dans 40 ans. Donc à ce moment-là, c'est certain qu'on aura une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe, mais ce sera un peu tard aussi. Donc on est confronté à ce problème où on doit s'appuyer sur des indices qui sont un petit peu ténus. Et si on attend de s'appuyer sur des indices absolument certains, et que les prévisions sont justes, alors il sera vraiment très tard. Des réformes ont été entreprises par l'organisation du GIEC, et puis le 28 octobre dernier, l'Académie des sciences s'est prononcée sur les thèses de Claude Allègre en les réfutant. Estimez-vous que sur l'ensemble de ces polémiques, une page vient d'être tournée? Je pense que la polémique fait partie de la science. Ce qui était ennuyeux, c'est effectivement des polémiques qui ont un petit peu mal tourné à certains moments, avec des accusations de malhonnêteté, avec je crois que sur tous ces problèmes, il faut effectivement ne pas donner l'impression que la communauté scientifique refuse des débats. Simplement, les débats scientifiques sont des débats complexes. Pour donner un exemple de débat qui a agité la communauté scientifique pendant beaucoup d'années, il y avait des mesures venant du sol, enfin les mesures infrarouges dont je parlais, qui indiquaient que la température de l'océan se réchauffait, et d'autres venant de l'atmosphère plutôt, qui indiquaient plutôt un refroidissement. Et c'était contradictoire. Il a fallu peut-être 5 ou 6 ans de travail très attentif pour se rendre compte qu'il y avait une erreur dans l'algorithme qui permettait de déduire des températures des mesures de micro-ondes atmosphériques. Donc c'est ça le travail scientifique, c'est de faire un travail soigneux, patient, au fil des années, qui permet de découvrir où on a raison, où on a tort. Et c'est un peu le travail du GIEC, même si c'est un travail qui ne se fait pas sur de la science, mais sur du diagnostic scientifique. Le travail du GIEC, c'est de reprendre des articles scientifiques, d'en faire la synthèse, de laisser cette synthèse ouverte à discussion. Les textes sont réécrits plusieurs fois, les réponses aux critiques des uns et des autres sont des réponses qui sont discutées et présentées de manière ouverte ensuite. Et puis il y a un résumé qui est soumis à une loi de consensus, et le consensus ça veut dire consensus, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord, on réécrit. Et c'est un consensus qui est obtenu devant une assemblée générale où il y a des représentants scientifiques de tous les pays du monde. Donc c'est ça, je pense, qu'on doit mettre en avant, c'est ce débat scientifique qui prend du temps. C'est ce que l'Académie des sciences a essayé de refaire dans un délai beaucoup plus court aussi. Et je crois que c'est à ce débat scientifique-là qu'on doit s'en tenir et qu'on doit s'accrocher. Je crois que les débats purement médiatiques, on essaie d'opposer 2 personnes pendant quelques minutes
ça n'a pas beaucoup de sens par rapport à ce qu'est la science, vraiment. Je pense que ça donne un mauvais signal par rapport à la science. Donc, et c'est d'autant plus dommage qu'en fait, on a besoin d'autres débats. C'est-à-dire qu'on est dans des domaines où la science ne peut pas être prescriptive, parce qu'on voit bien qu'autour de tous ces problèmes environnementaux, on a des problèmes de développement qui posent aussi des problèmes de justice sociale, de justice internationale, donc de valeurs, d'éthique, que la science ne peut pas trancher par essence. Donc il y a besoin aussi d'un vrai débat qui a toutes les chances d'être contradictoire, celui-là, sur qu'est-ce qu'on fait des indications des scientifiques, d'autant qu'il n'y a pas que le problème du climat, il y a aussi celui de la biodiversité, il y a le problème de l'eau. Et sur ce point de vue, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Et on a besoin d'articuler les débats scientifiques entre eux et le débat scientifique avec un débat social. Mais on ne peut le faire que si on respecte le travail scientifique. Et si on donne au débat scientifique la place qui est la sienne, c'est-à-dire un débat de long terme, arbitré avec les moyens, les habitudes de la communauté scientifique. Et vous pensez que ce débat scientifique a repris sa place ou pas? J'espère qu'il va reprendre sa place, qu'il va reprendre son format normal, qui est celui effectivement de se faire dans les laboratoires à un rythme tranquille. Il y a un rapport du GIEC tous les 5 ou 6 ans, précisément parce qu'il faut ce temps-là pour confronter les opinions. Alors le GIEC a été critiqué parce qu'il y a eu il y a effectivement quelques petites erreurs qui ont été trouvées, ce qui est peu quand on regarde la manière dont le GIEC est organisé. C'est-à-dire que c'est essentiellement un travail bénévole qui est organisé par un secrétariat tout petit. Il y avait 5 personnes et puis une dizaine ensuite. Les moyens qui sont mis dans le GIEC sont très faibles. Et ça repose sur une forme d'engagement de la communauté scientifique dans ce système d'expertise, qu'on le codifie un peu mieux, qu'on le rende un petit peu plus strictement étayé. Moi, je trouve que c'est très bien. Oui. Alors, en décembre dernier se tenait à Cancun la 16e conférence sur le climat. Une conférence qui a été jugée plutôt encourageante. Alors peut-être aussi parce que le sommet de Copenhague a été, on va dire, un semi-échec et un petit peu décevant. Malgré tout, l'après-Kyoto n'a toujours pas été décidé. Beaucoup de pays, comme les États-Unis, n'ont toujours pas ratifié ces accords. Et puis d'une manière générale, les objectifs fixés sont toujours en deçà de ceux préconisés par les climatologues. Alors, vous venez de le dire, vous n'êtes que climatologue, vous n'êtes pas politique. Malgré tout, est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens? C'est clair qu'on prend ces problèmes-là avec retard par rapport aux échéances qu'indiquerait la science si on veut vraiment stabiliser le système climatique et le système environnemental. Je dis que le seuil que beaucoup d'études indiquent comme souhaitable à ne pas dépasser, qui est de 2 degrés environ. C'est pas un seuil absolu qui dirait qu'à 1,99 tout va bien et qu'à 2,01 tout va mal. Mais c'est une indication du niveau où la perturbation de nos systèmes climatiques et environnementaux nous amène dans des domaines différents de fonctionnement de la machine climatique. Donc ça, c'est 2050 si on laisse faire. Et il y a une inertie dans le système climatique. Et on sait aussi que si on veut stabiliser les choses, il faut en gros diminuer les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2. Donc ça fixe des objectifs qui sont extrêmement forts. Il s'agit d'avoir diminué facteur 2 à peu près, et d'ici 20-30 ans aussi à peu près, globalement, nos émissions de gaz à effet de serre. Alors on peut affiner ces chiffres, on peut tourner autour, ça représente un objectif très fort et dont on ne prend pas du tout le chemin, puisque les émissions actuelles sont toujours en croissance. Et ça nous amène à un autre objectif, qui est de dire on aura aussi une partie inévitable maintenant des changements climatiques à laquelle il faut se préparer, et qui a donné lieu à cette idée de fonds vert, qui a été discutée aussi lors des conférences de Copenhague, puis de Kyoto, puis de Cancun. Donc oui, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts et on peut le constater quand on est scientifique. On voit aussi qu'il y a beaucoup de résistance, beaucoup de difficultés, beaucoup de liens avec les autres problèmes de développement, le problème de justice dont je parlais. C'est un chantier très complexe, mais effectivement il y a certainement besoin au moins de volonté politique pour le traiter, parce que c'est quelque chose qui est un enjeu très difficile.
Hervé Le Treut, merci. Merci à vous.